Avant d'être écrivain, Frank Herbert, auteur de Dune, était psychanalyste jungien. Jung était un médecin psychiatre qui a notamment développé la psychologie analytique ou psychanalyse jungienne. Jung développe de nombreux concepts, avec notamment les notions d'inconscient collectif et d'archétype. Il est évident que l'influence de Jung dans l'œuvre de Dune est absolument partout, si bien que l'on finit par se demander si Dune n'est pas la théorie de Jung en version roman. Ce que Jung appelle le moi, c'est l'identité personnelle, ce que l'on sait de soi-même, la partie consciente. Mais le moi est limité et ne représente qu'une toute petite partie de ce qui est véritablement l'individu. L'individu au complet, c'est le soi, qui englobe le conscient et l'inconscient. Dans Dune, le moi, c'est Paul au début du livre, adolescent élevé dans une famille noble sans véritable histoire. Son moi est développé du fait de son éducation, mais il lui reste beaucoup de choses à découvrir et notamment son propre inconscient. Le soi, c'est Muad'Dib, le Kwisatz Haderach, celui qui montre le chemin. Dans Dune, les Mentat, qui sont des hommes, représentent le conscient, et les Bene Gesserit, qui sont des femmes, représentent l'inconscient. Bien qu'entraîné à la façon Bene Gesserit, Paul n'a qu'une connaissance limitée de son inconscient au départ. Pour devenir le Kwisatz Haderach, Paul doit passer par un processus d'éveil, ce que Jung appelle l'individuation, c'est-à-dire le passage du moi au soi. Son inconscient est représenté entre autres par la planète Arrakis, et notamment son désert, vaste, inconnu, plein de mystères, tout comme l'inconscient. Pour réaliser l'individuation, la personne doit déjà prendre conscience de sa part d'ombre. L'ombre, c'est les aspects refoulés, la partie négative du soi, l'inacceptable. Chez Jung, l'ombre apparaît souvent dans les rêves, et c'est le cas dès le tout début du livre. Paul a des rêves prémonitoires de Shiny, mais aussi de violence qu'il ne comprend pas encore totalement. C'est lors de sa première exposition à l'Épice que Paul découvre réellement sa part d'ombre, représentée par le djihad, la guerre sainte. Le refoulement, c'est le fait de renvoyer dans l'inconscient une information qui pourtant est arrivée à la conscience. Ici, le refoulement n'est pas possible, car Paul comprend que la guerre est inévitable, qu'il y prenne part ou non. Il doit l'accepter, l'intégrer. Également dans la part d'ombre, il y a le fait qu'il soit un descendant des Harkonnen. Harkonnen qui représente tout ce qu'il y a de plus sombre. Un archétype, c'est une structure psychique universelle qui façonne nos perceptions, nos récits, nos émotions. D'après Jung, les archétypes existent dans l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est une partie de la psyché qui renferme toutes les structures psychiques communes à toute l'humanité. Les archétypes peuvent prendre des formes variées, mais sont à la base de toutes les cultures et de toutes les religions. On retrouve les archétypes dans presque tous les récits, car ce sont les structures qui façonnent nos pensées. Le premier archétype, c'est celui du héros. L'image du héros est universelle, il se surpasse, affronte les épreuves et revient transformé. Mais en plus du voyage extérieur, chez Jung, le héros fait aussi un voyage intérieur. Le héros part d'une situation connue, ici la maison familiale sur Caladan, c'est la représentation d'un potentiel qui doit se révéler. Il est seulement un enfant, fragile, mais paradoxalement, il est le destin du monde. Il est porteur d'un sens plus profond, symbole du potentiel de ce que pourrait devenir l'humain avec une forme avancée de conscience. Le héros est amené physiquement vers l'inconnu, la planète Arrakis, et notamment le désert. Ce désert représente également toute la partie inconsciente de l'esprit de Paul. Il affronte des épreuves, mais surtout, il s'affronte lui-même, et notamment sa part d'ombre. L'archétype du vieux sage, c'est le guide spirituel, l'initiateur, représenté au départ par la mère de Paul, Jessica, mais aussi par Gurney Halleck, son mentor. Plus tard, Stilgar prendra ponctuellement la place du père en entraînant Paul pour la chevaucher du ver. Mais l'ascension de Paul est fulgurante. Très vite, sa mère, parmi les meilleurs Bene Gesserit de l'univers, Gurney Halleck, un des meilleurs combattants de l'univers, et Stilgar, un des Fremen les plus intelligents et courageux, ne pourront plus faire office de guide car tous seront dépassés par les capacités de Paul. Il devra alors assumer seul son rôle. L'archétype de la grande mère, c'est le principe maternel universel. Cet archétype a deux aspects, positif et négatif. L'aspect positif, c'est le soin, la sécurité, représenté par sa mère Jessica. L'aspect négatif, c'est la destruction et la manipulation, représentée par la révérende mère Gaius Hélène Mohiam, à la tête de toutes les manipulations politiques et génétiques. Jung disait « La mère peut engloutir l'individuation si elle est trop dominante dans la psyché ». Et c'est exactement ce que la révérende mère essaye de faire avec Paul via le Gom Jabbar, en essayant de prouver qu'il n'est pas le Kwisatz Haderach et en étant même prête à le tuer. Également, Paul doit rapidement prendre de la distance avec sa propre mère, qui au début du livre est très présente comme figure d'autorité, mais après la première exposition à l'Épice, Paul comprend les limitations de sa mère et s'étonne à plusieurs reprises de sa lenteur d'esprit. Il va alors rapidement la dépasser et sortir de sa dépendance, de son enfance. À partir de là, c'est lui qui va guider sa mère parmi les Fremen. L'archétype du roi représente l'ordre, la justice, la maturation du moi capable de gouverner ses instincts et ses émotions. Deux types de rois sont représentés, un empereur plutôt rationnel et calculateur, et le duc Leto Atréide, le père de Paul, qui gouverne avec honneur, courage et surtout avec son cœur. Chez Jung, le roi gouverne non par la force mais par la présence. Il est pleinement mature, adulte. Sa maturité s'exprime dans sa capacité à maintenir l'équilibre via une autorité silencieuse. Et c'est la marque de fabrique des Atréides, l'autorité par l'exemplarité. L'auteur mentionne plusieurs fois que Leto n'avait pas besoin de s'expliquer en détail ou de se justifier.
Sa présence ou une simple intonation de la voix lui permettait de se faire comprendre et d'inspirer une obéissance volontaire. Plus tard, Paul prendra la place de son père en récupérant l'anneau ducal. Il ne suivra par contre pas le même chemin, influencé par sa mort, mais aussi par toutes les visions du futur. Enfin, Paul deviendra empereur contre sa volonté, et devra épouser la princesse Irulan. L'empereur Padishah lui explique alors qu'il a fait tuer son père car il était faible. Mais ce n'est pas la vérité. La princesse Irulan explique que son père admirait Leto Atreides, peut-être parce que lui-même n'était pas capable de gouverner avec le cœur. Le ver des sables représente l'Ouroboros, ce serpent qui se mord la queue. Il représente la vie, la mort, l'infini, les opposés qui fusionnent. Le ver des sables est une divinité, immense, imprévisible, au-delà du bien et du mal. Pour accomplir son processus d'individuation, Paul franchit plusieurs étapes dont on a parlé dans cette vidéo, et notamment la chevauchée du ver. La chevauchée du ver, c'est accéder au désert, vaste et inconnu, c'est dompter l'inconscient. Le ver des sables est non seulement la représentation de l'inconscient, mais aussi le moyen d'accéder à l'inconscient. D'une part symboliquement, en se déplaçant dans le désert, et d'autre part réellement, car il est le producteur et le protecteur de l'épice, qui permet le voyage intérieur via des états modifiés de conscience. Tout comme le ver des sables, l'épice vient des profondeurs, créée quand l'eau entre en contact avec les truites des sables, cette forme larvaire du ver des sables. Elle remonte à la surface lors d'une explosion. Lors de la consommation de l'épice, les informations inconscientes ressortent également brutalement à la conscience, un peu comme une explosion. Cherchée et puisée depuis les profondeurs est présente dans tout ce qui tourne autour de l'épice, sa création, sa protection par le ver des sables et sa consommation. En consommant l'eau de vie purifiée lors du rituel de la graine, les Fremen font une plongée absolument totale dans l'inconscient collectif et deviennent en quelque sorte un super-organisme au sein d'une conscience unifiée. Accéder à l'inconscient collectif, c'est entrer en contact avec les structures psychiques universelles, les archétypes. C'est une connexion au divin. Symboliquement, le héros doit mourir pour que le soi naisse. En buvant l'eau de vie, Paul accède à la mémoire ancestrale, mais contrairement aux révérendes mères, il bénéficie également de la mémoire ancestrale masculine, qui lui permet également de posséder les souvenirs de tous ses ancêtres hommes, ce que les Bene Gesserit ne pouvaient pas accomplir. Paul intègre donc le féminin et le masculin, ce que l'on appelle l'anima et l'animus. L'anima, c'est la part féminine chez un homme, et l'animus, c'est la part masculine chez une femme. Intégrer l'anima ou l'animus est central dans le processus d'individuation, et c'est aussi ce point qui fait de Paul le Kwisatz Haderach, l'être qui a équilibré sa part masculine et féminine en accédant à toutes les consciences. Paul, ayant intégré ses parts inconscientes, développe sa conscience à un niveau presque divin. Il atteint une forme de totalité, le soi. Il peut devenir à son tour guide, il est le Lisan al-Khaib. On pourrait se dire que c'est le scénario idéal, un être avec la conscience la plus évoluée qui soit, quasiment omniscient à la tête de l'humanité. Qui mieux que le Kwisatz Haderach pour être empereur de l'Imperium? Paul connaît le futur, du moins a priori. Et c'est peut-être là le plus grand problème. Et s'il y avait d'autres futurs possibles, non perçus par la préscience? Connaître le futur ne donne-t-il pas des raisons pour faire le mal s'il est perçu comme nécessaire? Contrairement à de nombreux héros, il ne va pas faire ce qui est moral, il va faire ce qu'il pense être nécessaire par rapport à ce qu'il a vu dans les visions. Dans la dernière scène du film, Paul donne un ordre ultime pour attaquer les grandes maisons. Emmenez-les au paradis. Le paradis verdoyant qu'il avait promis aux Fremen se transforme en fait en guerre galactique, un enfer. Et c'est justement le message que veut nous faire passer l'auteur. Attention au fanatisme, et peu importe la personne dont il s'agit. De plus, le fanatisme pour Paul est dû à l'implantation volontaire de la prophétie du Lisan al-Khaib chez les Fremen, par la Missionaria Protectiva, c'est-à-dire une manipulation de masse implantée par le Bene Gesserit. En développant sa conscience à son paroxysme, Paul développe la lumière, mais aussi l'ombre, car les deux font partie intégrante de la conscience. Il devient à la fois sauveur et tyran. Jung disait « Aucun arbre ne peut pousser jusqu'au paradis sans plonger ses racines jusqu'aux profondeurs de l'enfer ». En réalité, Paul n'est pas tout à fait la figure divine, mais il se rapproche plus de ce que Jung appelait l'abraxas, c'est-à-dire une entité divine oui, mais qui englobe à la fois le bien absolu et le mal absolu. Car il est probablement impossible d'être à la fois tout-puissant et en faisant uniquement le bien. Paul se refusera d'aller jusqu'au bout, il ne deviendra finalement pas Abraxas, mais une autre personne le fera pour lui, l'empereur Dieu de Dune, qui lui suivra le sentier d'or jusqu'au bout. Tu dois devenir l'homme que tu es, fais ce que toi seul peux faire. Deviens sans cesse celui que tu es, sois le maître et le sculpteur de toi-même.